Personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, ils s'ouvrent au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Sur ABK Radio, tous les mardis et les mercredis entre 14h et 15h. Amis et bienvenue au fil de la conversation. Merci de faire le choix toujours de la radio utile et agréable. C'est toujours un immense bonheur de vous retrouver sur les antennes de la 89.9 FM. Notre invité du jour, le docteur Henri-René Zambou, Managing Director of Equavet, président de l'ESPV. Il nous dira tout sur son univers, mais je vous dis tout, comptez sur moi. Outre ces échanges, nous ferons un retour dans son enfance, son quotidien, ses échecs, ses gloires et ses défis. Celui qui est cruel envers les animaux devient dur aussi dans ses relations avec les hommes, disait Emmanuel Kant. Peut-on juger le cœur d'un homme par son traitement sur les animaux ? Une chose est certaine, les animaux ont leur place dans notre écosystème. Et c'est un homme qui en a fait son cœur de métier, sa passion, qui nous plongera dans cet univers tout au long de cette émission. À la présentation, je suis Bébel Lagrande, accompagnée à la technique par Suzanne Lipem. Retrouvons-nous juste derrière cette petite balade musicale. Cameroun est bien kundonjulong, un Africa o bien kundonjulong, Batachamo bien kundonjulong, Bibantium gozina ombo. Cameroun est bien kundonjulong, Cameroun est o bien kundonjulong, un Africa o bien kundonjulong, Batachamo bien kundonjulong, Bibantium gozina ombo. Akendam bango bayon zerta, akendam bango bayon zerta, akendam bango bayon zerta, si cha chup go chup mwe. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes amis vont en voiture, mes copains vont en voiture, moi je vais à pied. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes copains sont bien logés, mes amis sont bien logés. Je suis sans abri. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes amis sont tous partis, mes copains sont tous partis chercher leur bonheur. Moi je suis resté. Je suis le gardien de notre tradition.
masenga bobeni kana timbino betum na waye ponso na ndedi o andolamo Terezo biso na wadita ditondo ne jita nelo balo sipudi o lata biso etiti bople welisa nende Terezo Ponda tena mabele no tina longo mulo pope mu mapambela nendemba o a Terezo bana tondi wo Ndolamo Nasibi pumpenje nanga meno bola nasima wele dimbe ya boso bongo eni pulande nginya mulema Lingandono dande bojumbu ngandono Lingandono bumbu dande bononjumbu ngandono 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 Lingandono bumbu dande bononjumbu ngandono Lingandono Dakena jumbu ngandono ma poisson we Adieu mon zéli vers l'amour S'il m'a beau, s'il m'a beau, s'il m'a beau A Déborah, a Déborah, 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 Déborah. M'entends-tu parmi tant de voix rivales qui t'appellent? M'entends-tu parmi tant de voix trouble sauce qui t'empêchent de venir vers moi? Déborah. M'entends-tu parmi tant de voix féroces qui t'étouffent? M'entends-tu parmi tant de voix trouble sauce qui ont envie de t'avoir? Déborah, ah Déborah, yorsamo. Ah Déborah, yorsamo. Déborah, Déborah. Déborah, Déborah, la classe. Ah Déborah, yorsamo. Déborah, Déborah, hey. Ah Déborah, yorsamo. Déborah, Déborah. Personnalité, entrepreneur, coach, expert, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, ils s'ouvrent au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Sur ABK Radio, tous les mardis et les mercredis entre 14h et 15h. Retrouvez à l'instant, vous êtes au fil de la conversation sur les antennes de la radio utile et agréable 89.9 ABK. À mes côtés, un invité, Dr Henri-René Zambou, directeur général du groupe Equavet. Il est avec nous au fil de la conversation. Il est sur ce plateau pour nous plonger dans son univers, un univers
auxquels la plupart d'entre nous, bien sûr, avons quelques expériences. Mais sur ce plateau, nous avons un professionnel, un passionné du métier qui remettra les pendules à l'heure et qui nous dira tout sur cet univers. Henri-René Zambou est un vétérinaire formé à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat, Marocco, autour des années 1982. Entre 1982 et 1988. Il est diplômé en DVM en 1988. Il a suivi une formation spécialisée en petits ruminants en 1991 à l'Institut médical tropical d'Antwerp en Belgique. La formation en aviculture de l'Itavi, c'était en 2004 au centre de formation Sidnaco en Israël. On est autour de 2007 sur la commercialisation des produits agricoles. La formation avipole sur la gestion des pondeuses en zone tropicale en 2011 à Rennes et Ploufragan en France, et les cours spécialisés sur la santé animale en production avicole. Cours organisés à Dakar par le World Veterinary Education in Production Animal. Alors, nous sommes sur ce plateau avec un spécialiste des animaux. Je vais le laisser se présenter. Bonjour monsieur, bonjour docteur Henri-René Zambou et bienvenue sur les antennes d'ABK Radio. Bonjour Bébel et merci pour l'opportunité que ABK Radio donne à ma modeste personne de décliner qui je suis, de décliner finalement le métier du vétérinaire que je suis et peut-être de répondre aux questions qui surgiront au cours de l'heure et demie qui va suivre. Alors, vous êtes au fil de la conversation. Je rappelle le principe. Ici, nous parlons de tout. Nous parlons de votre univers, mais surtout, nous parlons de votre enfance. Est-ce que cette passion est née de l'enfance? Est-ce qu'elle survient seulement au cours de l'adolescence? Quels sont les facteurs qui vous mènent dans cet univers-là? Nous reviendrons là-dessus dans la suite de l'émission. Déjà, surtout que chez moi, il n'y a pas de tabou. Ah, super. Alors, c'est à cœur ouvert. Au thé, café, je n'ai pas demandé. Au thé, café, vin, whisky. Là, l'eau me va bien. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est ma vie aussi. Un peu de vin de temps en temps, quand même. Oui, bon, à mon âge... on dirait une belle coupe de vin, ça fait du bien au cœur. Alors, comment a été la journée, docteur? Alors, une journée, on s'est levé avec beaucoup de pluie sur Douala. Et j'avais mes petits-fils qu'ils devaient amener pour leur tenue de classe. Vous savez, la rentrée s'annonce. Et donc, j'étais à Sable, au lieu dit où on confectionne les tenues de l'école Émergence. Donc ça nous a pris 2 heures. Puis après, je suis en train de préparer mon rapport. J'ai fait une mission au Congo. Je suis en train de finaliser le rapport. Donc j'ai eu 1 heure pour continuer de corriger mon rapport. Et puis tout de suite, il était 13 heures. Il fallait que je vous rejoigne. Oui. Donc c'est une journée calme, il n'y a plus de pluie. La température est bonne. Donc, voilà. Alors, comment se passent habituellement vos journées? Alors, mes journées en tant que vétérinaire, c'est des journées compliquées. Enfin, si c'est en semaine, parce qu'en semaine, j'ai un cabinet vétérinaire. Très souvent, la veille, on fait déjà la toilette, c'est-à-dire avant de fermer, on essaie de s'assurer que la clinique est propre et prête à accueillir un patient. Et le lendemain, alors avant, j'arrivais au bureau avant 7 heures. Parce que je m'étais rendu compte, étant à Bonabéry, que les clients, les propriétaires d'animaux, avaient besoin que je gère leurs plaintes avant d'aller au travail. Bon, maintenant j'ai du personnel, je crois que c'est mes assistants qui arrivent un peu plus tôt que moi.
Mais quand j'arrive, très souvent, on a déjà, si ce n'est pas des cas de chirurgie déjà calés, on a des étudiants, parce que là, nous formons aussi des étudiants vétérinaires, les doctorants, où nous coachons les vétérinaires déjà diplômés, mais qui sont en stade d'imprégnation. Et donc, nous avons toujours des sujets focaux que nous programmons pour pouvoir les entretenir. Et nous nous faisons surprendre, surtout au niveau du cabinet, par toutes les plaintes des clients qui constituent les cas cliniques ou les animaux qui viennent soit en rendez-vous, soit en première intention pour nous présenter leurs plaintes, après quoi nous procédons aux consultations, au diagnostic et au traitement. Et parfois, la journée, pour l'horloge, ça dure 12 heures ou 24 heures, mais nos journées, parfois, c'est les cas cliniques qui déterminent la longueur de nos journées. Et il peut se faire que ce soit plutôt un client qui veut qu'on l'aide à installer sa bande de poussins. Là, c'est délicat. Notre journée ne prendra fin que lorsqu'on aura fini d'installer sa bande de poussins et qu'on se sera assuré que le démarrage a bien pris. Donc, nos journées de travail ont une élasticité qui dépend à la fois de nos clients, donc de nos patients, et également des contingences du jour. Alors, docteur, est-ce que vous avez toujours baigné dans cet univers-là? Est-ce que cet univers, finalement, c'est une vocation? Est-ce que ça commence depuis le bas âge? Comment vous vous retrouvez dans cet univers? Alors, je dois d'abord dire que j'ai eu un père qui a travaillé au CEIPS, le Centre d'instruction de production et des études de semences, à la pastorale Tchan. Et c'est un centre où on produisait les semences, donc tout ce qui est produits maraîchers, mais également où on faisait de l'élevage. Les Hollandais produisaient du lait de vache, du beurre, produisaient du fromage à Tchan, à Bafou. Oui. Et notre père étant leur chauffeur, ça fait que tous les coups, nous avions toujours du fromage, on avait toujours du beurre. Donc, on pensait tout de suite élevage. Par la suite, il a continué par élever les poulets et élever quelques chèvres. Et je me rappelle, dans notre contrée, chaque enfant avait sa poule. Et d'ailleurs, pour faire le concours d'entrée en 6e, j'ai dû dire à ma mère, prête-moi 250 francs. On était alors en 1975. Comme ça, quand je vais vendre ma poule, je vais te restituer tes 250 francs. C'est ce qu'elle a fait. Donc, nous ne sommes pas des éleveurs professionnels, mais on est dans une tradition où l'exploitation agricole, c'est à la fois l'agriculture et l'élevage. Maintenant, au fil du temps, j'ai eu également un beau là quand je suis déjà au collège qui fait dans la charcuterie ici à Douala en Dorbon. J'ai été intéressé parce que tout le monde à l'époque aimait les saucissons, c'était très succulent, le museau, le pâté de campagne. Et je me suis dit pourquoi pas aller faire quelque chose dans ce sens. Sauf que rien n'était évident. Parce que du point de vue des performances, j'avais tout pour faire la médecine. D'ailleurs, j'ai composé l'entrée au CUS, l'unique école de médecine du Cameroun en 1982. Et avant qu'on donne le doctorat et le résultat, une nuit, j'ai eu vent du concours de bourse pour la formation en médecine vétérinaire. Et tout de suite, j'ai dit pourquoi pas médecine. Et puis l'une s'adresse aux animaux. J'ai mes poules. Mon père a ses poules et puis de temps en temps des chèvres. Pourquoi pas? Et c'est voilà. D'un coup de tête, j'ai postulé. Et comme on était parmi les meilleurs au bac à l'époque, on nous a réceptionnés et reçus dans ce concours. Et puis je me suis retrouvé au Maroc pour la médecine vétérinaire. Mais pour dire vrai, si j'avais une passion, c'était de devenir pilote. Pourquoi?
Ah oui, je trouvais fabuleux comme ça de me retrouver entre le ciel et la terre, donc entre la vie et la mort, avec plus de 300 personnes à ma charge. Oui. Ça me faisait plaisir. Et quand j'ai lu Saint-Exupéry, qui dit « L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle », j'ai senti que c'était un peu moi. C'est-à-dire, j'aime les challenges. Bon, malheureusement, quand je vais en première C, on ferme la première C au collège Saint-Laurent à Bafou. Oui. Et je ne veux pas quitter ma grand-mère. Donc, je décide de rester, donc d'aller en première D. Et c'est l'une des choses qui m'ont finalement canalisé à faire plus de biologie, donc à faire la médecine. Et je me retrouve médecin vétérinaire aujourd'hui. Si nous sommes au fil de la conversation, c'est pour parler non seulement de vos émotions, mais aussi aujourd'hui de votre univers. Pourquoi cet attachement à votre grand-mère ? Pourquoi cette difficulté à vous séparer d'elle ? Bon, pour dire vrai, je suis par nature un démissionnaire. Alors, je suis à l'école primaire chez mes parents, oui, à Bakoko. Et puis, je suis fort en classe, de toute façon, major. Et je suis nerveux. Et quand on m'énerve, la personne qui m'accueille le plus, qui sait le plus me ramener, c'est ma grand-mère. Elle est à 2 km, donc quand je m'énerve, je fuis, je m'en vais la retrouver. Oui. C'est déjà ça, et j'avoue qu'elle savait me contenir. Parce que quand je m'énervais, il fallait du temps pour que je revienne tout doucement. Et donc, au fil du temps, je commence par démissionner de l'école qui est à proximité de notre maison parce que j'estime qu'on ne m'enseigne pas bien. Là, on est en 1974. Et je vais à 3 km parce qu'on m'a dit qu'il y a deux enseignants qui enseignent très bien. Oui. Tout le monde en parlait dans le village. J'ai dit non, il faut que ces gens-là soient aussi mes enseignants. Donc, ils démissionnent et quand ils démissionnent, je sais qu'on va rentrer me taper. Je prends mon certificat de radiation à l'école. Oui. Donc, je sais aussi que mon refuge, si c'est mauvais, c'est la grand-mère. Maintenant, après, je suis reçu au CEP et j'échoue le concours d'entrée au lycée de Tchang. C'était l'unique école non payante. Les parents disent, bon, là, il n'y a pas d'argent, tu vas redoubler le cours moyen 2 et en attendant l'année d'après, vois si tu peux réussir l'entrée au lycée. Sauf que je me dis, mais il y a problème. Si je perds une année, ça me coûte quelque chose. Oui. Or, il y a le collège Saint-Laurent de Bafou qui est à proximité de la maison de ma grand-mère, curieusement, que j'aime bien. Et donc, un jour, je demande à ma mère, il reste un concours, il dit, s'il te plaît, prête-moi 250 francs, je vais aller faire le dernier concours du collège. Je ne lui ai même pas dit que c'était pour faire le concours. Je ne vous coupe pas, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir un enfant à cet âge-là qui a le cœur assez grand pour comprendre tout ça. C'est-à-dire que là, vous réalisez qu'une année, c'est énorme. Oui, parce que j'ai raté le CEP en 73, 74. Oui. Ayant été major pour aller au cours moyen 2, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, je n'étais pas... J'étais un gagneur. À l'école, j'étais major. Donc, oui. Moi, je n'ai pas compris que je puisse échouer. Et ma conclusion a été claire. Si ailleurs on a réussi, c'est que notre directeur ne nous a pas bien enseigné. Et j'ai pris ma décision quand papa est parti au travail. Et malheureusement, quand je vais justement à 3 km, l'année d'après, j'ai réussi au CEP, mais je rate le concours d'entrée au lycée de Tchang. Mais le dernier concours que je vais faire pour ne pas avoir à redoubler la classe du cours moyen 2, c'est l'entrée au collège Saint-Laurent qui est à proximité de ma grand-mère. Donc, en y allant, je sais que je vais habiter avec ma grand-mère, que j'aime bien. Oui. Et cela s'est fait. J'ai réussi avec une bourse de 7 000 sur une scolarité qui coûtait 21 000. Oui. Donc là, c'était un piège que j'ai tendu aux parents parce qu'ils se disaient pauvres, ils ne pouvaient pas payer la scolarité. Et donc, en leur disant, j'ai réussi, j'ai eu une bourse de 7 000. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit, c'est à l'oreille de ma mère, et puis je me suis enfui parce que je savais que le père allait être furieux. Il ne savait pas où trouver 14 000 pour compléter.
Mais quand je l'ai dit, la mère était plutôt contente. Je ne sais pas, elle a dû convaincre son mari pour dire non, il faut que cet enfant aille au collège. Et voilà, je crois que c'est là le début de ma vie au finish. Parce que, ayant démissionné au Comoin 2 après avoir échoué, j'ai rejoint un directeur, Guilavon Gustave, Sylvie. Vraiment, je lui tire un coup de chapeau. S'il est mort, je souhaite que Dieu l'accueille chaleureusement quelque part. Non seulement il était content de mes performances, mais même quand je suis allé en 6e, 5e, il continuait à me coacher parce qu'il voulait que je continue à être major, comme je l'ai été. Et il me gratifiait de plein de choses. Étant directeur de l'école primaire, moi je suis au collège. En passant pour aller à Tchang, il essayait toujours de me dire, tu me dis quelles sont tes notes, c'est bon, il m'encourageait. Oui. Et ça, je crois qu'il a été pour beaucoup dans ma vie, Gustave. J'espère qu'il vit encore, je ne l'ai plus jamais revu, mais je profite pour dire que cette année que j'ai perdu au Comoin 2 et qui m'a fait démissionner, m'a fait prendre un élan qui continue jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est important. Ce Comoin 2 que j'ai redoublé. Oui. Comme quoi, derrière un échec, il se cache souvent quelque chose de beaucoup plus grand. Je crois que mon cas me dit que de temps en temps, l'échec n'est pas forcément une mauvaise chose si on sait tirer les leçons de son échec. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui en quoi consiste votre métier? Alors, mon métier, je suis mal à l'aise d'appeler ça métier. Parce que nous sommes des biopolytechniciens. Le vétérinaire n'est pas seulement un docteur, donc un médecin qui soigne, mais il est un biopolytechnicien, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de la vie des animaux, de la vie des hommes et de l'équilibre de l'écosystème dans toutes ses dimensions. Alors, on nous a souvent pris comme des soigneurs d'animaux. C'est vrai que la médecine vétérinaire, c'est la science, c'est la médecine qui consiste à s'approprier des prérequis pour être en mesure non seulement de diagnostiquer les pathologies animales, mais aussi de les soigner. Et ça signifie que notre métier s'étudie de façon comparée. Je veux dire, le médecin soigne l'homme, il n'apprend que l'homme. Oui. Mais nous sommes obligés d'apprendre l'homme, d'apprendre le chien, d'apprendre le chat. Et à travers le chien, tous les canidés, le loup, le chacal et autres. À travers le chat, tout ce qui est lion, tout ce qui est tigre, dont nous nous occupons. De la faune sauvage, nous nous occupons des oiseaux. Donc, tout ce qui est aviculture, les poules pondeuses, poulets de chair, les canards, les dindes, les pintades. Nous nous occupons également de tout ce qui est chevaux. C'est-à-dire, nous apprenons à la base la médecine du cheval. Vous savez, le cheval aujourd'hui, à l'époque, a servi aux guerres. C'était ça, les véhicules de guerre, les chars. C'est pour ça que les véhicules sont tout exprimés en nombre de chevaux, la puissance. Et donc, nous étudions la médecine du cheval et aujourd'hui, elle prend l'ampleur avec tout ce qui est course épique, tout ce qui est PMU, et puis tout ce qui est équitation. C'est vrai que ce n'est pas très développé chez nous. Il y a quand même des clubs. Et puis, nous nous intéressons à la médecine de production, c'est-à-dire tout ce qui est porc, tout ce qui est vache laitière, tout ce qui est bœuf de production de viande. Vous voyez que finalement, en 7 ans, on n'a pratiquement pas fini d'étudier toutes les espèces qu'on doit maîtriser pour être à la hauteur de notre tâche. Et donc, si on voulait parler de métier, on dirait peut-être je me suis spécialisé plus tard en aviculture et en médecine des canins, donc des chiens et chats. Mais en réalité, à la base, un vétérinaire bien formé est polyvalent. C'est pour ça qu'il est un biopolytechnicien. Et en plus, vous savez que même si on dit que la vie humaine n'a pas de prix, la vie animale a un prix.
Donc, au-delà de la simple médecine, nous sommes obligés de nous plonger dans tout ce qui est économie de la production, parce que vous n'allez pas imaginer soigner un chien à 1 million de francs quand la valeur marchande du chien, c'est 100 000. Donc, à un moment donné, on est obligé de dire au propriétaire, mais voilà, votre poule, sa valeur marchande, c'est 2500. Oui. Pour la traiter, il faut peut-être 3000. Donc, c'est anti-économique. Et c'est des outils de prise de décision pour le propriétaire de l'animal. Donc, voilà un peu, on est des biopolytechniciens qui sauvent les vies animales, y compris les animaux sauvages, parce que vous savez que ces animaux participent de l'équilibre de l'écosystème. D'ailleurs, je rentre du Congo où je ne mettais un focus que sur la santé de la faune sauvage. Ça intervient aussi dans le tourisme, bien sûr, les zoos, les parcs, les jardins zoologiques et autres. Et au-delà de la santé animale, nous sommes en amont de la santé humaine. Vous savez, beaucoup de maladies, vous avez encore à l'esprit la COVID-21, ou d'autres maladies, la tuberculose, la brucellose, qui ont pour origine l'animal. C'est-à-dire qui atteignent l'homme, mais qui prennent origine chez les animaux, y compris la faune sauvage. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir intercepter ces maladies au niveau animal avant que ça ne devienne des menaces chez l'homme. Et c'est pour ça que le vétérinaire, au Cameroun, c'est plus le vétérinaire de la fonction publique qui exerce l'inspection sanitaire vétérinaire, c'est-à-dire l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique. Et qui inspecte, qui contrôle les viandes, contrôle les œufs, contrôle le miel, contrôle du poisson, pour être sûr que lorsque vous, consommateurs, vous allez les consommer, ça ne va pas vous transmettre des germes qui vont vous rendre malade. Ça, c'est le volet concernant l'homme. Et puis, il y a aujourd'hui le fait qu'il s'établit un équilibre entre les propriétaires d'animaux, surtout les chiens, les chevaux, et l'homme. Ce qui fait que parfois, quand l'animal est malade, le propriétaire lui-même l'est. Et donc, il arrive souvent que lorsque nous soignons l'animal, c'est même le propriétaire que nous sommes en train de soigner. Et donc, vous voyez que ça, c'est l'implication. Alors, un vétérinaire doit être apte à pouvoir gérer la psychologie de celui qui ramène son animal. Mais il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix parce que, comme je vous le disais, quand c'est l'animal de compagnie, il y a un équilibre entre le propriétaire et son animal. Peut-être pour qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, au Cameroun, vous accouchez en pointillé. 1, 2 enfants, et puis on dit stop. À 16 ans, le gars, son bar, il est parti en France ou au Canada, vous restez seul. Quand vous restez avec un chat ou un chien, il devient votre compagnon. Et à Bonabéry, régulièrement, nous recevons des gens qui n'ont pas dormi parce que leur chien n'a pas aboyé. Ils ont senti qu'ils étaient seuls à la maison et pour eux, c'était un problème. Ah oui. Oui. Nous accueillons des dames qui, à minuit, vous appellent, vous disent « Mon chat ne miaule plus, je lui ai donné son pâté, il n'a pas pris. » Et donc, pour nous, cet équilibre qui fait finalement le quotidien du propriétaire de l'animal est fondamental pour sa vie. Et donc, lorsque nous consultons cet animal, nous lui administrons des soins. Indirectement, nous sommes en train d'agir sur l'équilibre avec son propriétaire et donc de traiter le propriétaire. Quelqu'un qui a une ferme de 1000 poulets, s'il a des mortalités, c'est toute une économie qu'il redoute qui va s'écrouler. Donc même là, il n'est pas en santé. Vous savez, l'OMS définit la santé non pas seulement comme l'absence de maladie, mais comme un état de bien-être physique, physiologique, psychologique. Et donc, si un propriétaire de poulet ou de porc a une baisse de performance dans sa ferme, chute de ponte, des animaux, baisse de la prolificité des truies qui n'accouchent plus ou qui traînent à être enceintes, à ce moment-là, il n'est pas à l'aise, il vient vers nous consulter, mais là, derrière se cache toute une économie qui est en train de prendre un coup. Et donc, pour nous, il est malade et il faut le soigner. Et quand nous réussissons à résoudre son problème au niveau de la ferme,
En réalité, il est à l'aise, il peut se pavaner partout en disant « je suis grand éleveur Oui. », mais c'est parce que derrière, il est content des performances de sa ferme. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, il faut gérer la psychologie de celui qui a un animal domestique ou celui qui fait plutôt dans l'élevage. Pour le cas des animaux domestiques, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Alors, plusieurs. Je vais être honnête, j'espère que je ne suis pas dans cette anecdote parce que Non. également, je suis d'ailleurs déjà arrivée dans votre centre. Il y a quelques années, j'avais un chat. D'ailleurs, tous ceux qui me connaissent bien connaissaient mon chat. Le chat. Connaissaient mon chat et connaissaient mes petites habitudes avec lui. Et malheureusement, il avait été suivi pendant longtemps dans le centre. Et effectivement, vos collaborateurs, je pense, avaient la difficulté de me canaliser, de me calmer parfois. Et aussi, bien sûr, la charge de la vie de mon chat, parce que j'appelais en permanence, j'étais tout le temps au téléphone pour prendre des nouvelles, et même à la fin, lorsque mon chat s'en va, je pense qu'ils m'ont accompagné pendant un bon moment. Ils ont essayé de m'accompagner, ils m'ont proposé un autre chat, ils m'ont calmé. C'est la petite histoire. Donc oui, je me reconnais un peu dans tout ça. Alors, première histoire, voilà une dame qui s'amène. Oui. Elle a un chat. Le chat a des problèmes. Sauf que quand je consulte, je trouve que son traitement va durer. Elle n'a pas d'argent, mais elle veut que son chat vive. Je lui dis, bon, à ce moment-là, concilier les deux, c'est compliqué parce que moi, je peux encore m'amuser à donner un service. Oui. Mais au moins, le médicament, c'est importé, vous devez le payer. Alors, elle pleure, elle me dit, je me suis mariée, j'ai fait 7 ans sans concevoir. Pendant que j'étais seule, ma belle-sœur m'a offert ce chat. Donc j'ai du mal à le voir mourir. Entre-temps, elle a eu un enfant. J'ai du mal à le voir mourir. Je dis, mais bon, moi, je ne peux offrir que le service que le vétérinaire est en mesure d'offrir. Maintenant, vous ferez votre part. Alors, on a réussi à sauver son chat. Et j'ai compris pourquoi elle était si attachée à ce chat. Parce que le chat lui a permis de traverser une période délicate où même son ménage pouvait prendre un coup. Ah oui. Mais sauf que 2-3 ans après, elle revient vacciner un autre chat. Parce qu'entre-temps, l'autre avait vieilli. Et puis, un soir, elle doit aller à une cérémonie. Elle enferme son fils et le chat dans l'appartement. 2 heures après, le fils l'appelle pour lui dire « Maman, le chat est en train de convulser. » Elle revient rapidement, elle est essoufflée, elle m'appelle, elle ramène le chat. Je trouve que le chat a des problèmes qui font penser, parce qu'en première intention, ce n'était pas évident, qui font penser à l'électrocution. Et c'est donc en enquêtant, j'ai d'abord cru que c'était une intoxication au départ. Ça, en première intention, elle dit non, il était enfermé, il n'est pas sorti, on contrôle sa nutrition. Et puis, c'est à la fin que je me rends compte qu'en allant à la cérémonie, elle avait laissé son chargeur de téléphone branché sur le secteur électrique. Et le chat est resté jouer avec le chargeur. Et c'est en jouant que le chat a été électrocuté. Après la phase de pleurs, on l'a ramené. Bon, j'avoue que l'électrocution, ce n'est pas une maladie du vétérinaire. Normalement, c'est la SONEL qui maîtrise bien comment on gère les électrocutions. Mais
Au bout de 4 mois et demi, je ne savais pas qu'elle allait tenir. On a pu ramener le chat, tout est OK. Je crois que le chat vit encore aujourd'hui. Et donc, pour nous, c'est quelque chose d'important. C'est important, ça c'était la première anecdote. La deuxième, c'était le général Douala Massango, père à son âme. Oui. Il ramène 2 bichons d'Afrique du Sud. Et puis il arrive, se rend compte que les bichons sont en train de faire des diarrhées. Il demande à son lieutenant d'amener chez le vétérinaire. Et puis nous voyons quelqu'un qui rentre avec 2 bichons. Les caniches, appelons ça comme ça. Alors je consulte et je demande, je prends d'abord les références. On dit c'est le général Douala Massango. Est-ce qu'on prend les paramètres comme... Oui, quand vous venez, on prend d'abord les commémoratifs, c'est-à-dire l'historique de l'animal. Puis on prend vos références, on vous identifie, on sait où vous habitez, votre adresse, parce qu'on doit rester interactif, on doit interagir sur le cas. Et donc il me dit général Douala Massango. Mais sauf que je ne savais pas que le général était assis là. Je ne le connaissais pas. D'accord. Alors je consulte et puis je prends les paramètres. Je lui dis, bon, dites au général que ces chiots font une diarrhée infectieuse, on doit les perfuser. Il me regarde, mais il ne dit rien. Parce que moi, je ne connaissais pas le général. Bon, il avait du mal à me dire, le voilà qui est assis devant toi. Et puis, j'ai entendu quelqu'un dire, bon, allez-y. Bon, allez-y veut dire, vous le faites et nous allons supporter les frais. C'est ça que ça signifie. Parce que le propriétaire doit toujours donner le quitus pour les soins qui seront administrés à son aide parce que ça a un coût. Et donc, ma fille, qui est mon infirmière, tout de suite, on a préparé la table et puis hop, on a la perfusion. Je vois le général qui est un peu... J'avoue que c'est longtemps après, quand les chiens se sont croisés, puisque c'était 2, on donnait des chiots, qui m'a reçu dans son salon. Il m'a dit, tu m'as impressionné. Je dis quoi? Il dit, mais je vois comment on met la perfusion sur un chien. C'est pas possible, je n'avais jamais imaginé. Pour nous, c'est de petites anecdotes. Et il me le disait parce qu'il était satisfait. Et moi, j'ai été content qu'il ait été satisfait. Donc, bon, on peut toujours raconter beaucoup d'histoires comme ça. Mais à l'Orbesso, ça, c'est la dernière. Je ne vais pas continuer. Une nuit à 22h30, on toque chez moi. On me dit... D'abord, j'ai peur parce que c'était à l'époque où on braquait beaucoup dans ce quartier. C'était un coin pas très très sécurisé. Oui. J'ai dit à mon garçon qui est là, va voir qui sonne. Et dis-lui que je ne suis pas là. Parce que si c'est moi, à 22h, moi je me méfie. Ça peut être des bandits. Quand il est sorti, je me suis dit non, il vaut mieux que moi-même je sorte. Je sors, je vois des gens qui traînent un chien qui est en train de saigner. Les bandits ont tiré sur lui. Je leur dis de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est à travers la vitre. Ils me disent, madame était au bar, dans le bar de la maison, et puis un bandit est venu, il a voulu tirer sur madame, et le chien s'est interposé, la balle a atteint le chien. Il est en train de saigner. Tout de suite, je suis interpellé par mon devoir, parce que nous, c'est d'abord la vie de l'animal. Il faut sauver les animaux. Je suis allé, j'ai pris ma trousse et tout de suite, j'ai arrêté l'hémorragie. Et puis j'ai fait quelques soins, des infections de la plaie. Je ne pouvais pas suturer tout de suite. Je leur ai dit le matin à 7h, je suis là. Le matin, quand je passais à côté, parce que c'était les voisins sur 2 rues, il y avait au moins une 50aine de personnes parce qu'on avait entendu les coups de feu. Oui. Et puis quand j'arrivais, il était en train de dire, si le docteur n'était pas intervenu, c'est sûr que le chien s'y est déjà mort. Alors, à la fois, j'étais content que son chien soit vivant, qu'il ait pensé que ce chien qui lui a sauvé la vie, moi en retour, j'ai sauvé la vie de son chien. Donc quelque part, je lui ai sauvé la vie parce que le chien va continuer, étant vivant, à lui sauver la vie. Donc ça, c'est des petites anecdotes qui nous font penser que dire
qu'en soignant l'animal, c'est l'homme, le propriétaire, que nous sommes en train de soigner. C'est très vrai et c'est d'actualité. Merci, docteur. C'est vrai que certains Camerounais se reconnaissent dedans, certains de nos auditeurs se reconnaissent dedans, d'autres aussi se reconnaissent dans un langage plutôt particulier. Souvent, on a tendance à ne pas être compris lorsqu'on s'attache à un animal. On a tendance même à être jugé. Parfois, à ne même pas l'assumer, à avoir honte même de dire que je tiens à mon chat, je tiens à mon chien, mais c'est des réalités. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que notre population soit aussi divisée? Il y a des gens qui ne comprennent pas comment le chat c'est une bonne viande et que d'autres sont en train de voir le chat comme étant comme presque un humain à part entière. Alors, ce déphasage-là... ce n'est même pas un déphasage. L'économie y est pour quelque chose. Un, il y a des gens pauvres. Oui. Qui peuvent manger n'importe quelle viande. Deux, il y a des contrées où manger un chien ou un chat, c'est commun. Chez les Banyangui au sud-ouest, Manfé et autres, manger le chien c'est normal. À Balevin, Béchan par là, manger le chien c'est normal. Et de plus en plus, je suis surpris. J'étais au village ce week-end. Et puis, on m'a dit qu'on avait un festival, un congrès. On m'a dit que quelqu'un est passé, il avait préparé un chien et les gens mangeaient. Bon, nous, ça nous choque un peu. Nous qui sommes là pour protéger la vie des animaux et qui savons toute la relation d'équilibre qu'il y a entre l'animal et son propriétaire. Mais il faut dire que notre société est en train de changer rapidement. En réalité, nos mamans n'avaient pas beaucoup de temps pour s'occuper des animaux parce qu'ils avaient d'abord beaucoup d'enfants. C'était des charges énormes. Et quand on avait une poule, on avait une chèvre, c'était en réalité une épargne. Donc, même si on mettait un peu d'argent, on faisait de l'effort sur cet animal, c'était pour sécuriser l'épargne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons tendance à copier, à coucher en pointillé. 1, 2, on dit on arrête. Bon, c'est gentil. Tout le monde dit je ne vais accoucher que le nombre d'enfants que je suis en mesure d'élever. Mais en réalité, la charge d'un enfant, c'est combien? Parfois, ça devient un effet de mode. Mais seulement nous oublions que dès que ces enfants atteignent 15-16 ans, ils sont à l'université. D'ailleurs, ils ne sont même plus avec vous. Donc, si vous vous amusez, vous vous retrouvez à la maison seul. C'est ça. Et s'ils vont en Europe ou au Canada, comme on est devenu l'antichambre du Canada, pour beaucoup, vous vous retrouvez seul, tout simplement. Il vous faut un compagnon. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. L'histoire de Robinson Crusoe avec ce chien qu'il a adopté, qu'il a appelé Vendredi, nous en dit beaucoup. Et donc, quand on prend un chien, au départ, ce chien peut être un chien de gardiennage parce qu'il vous sécurise. Mais à la fin, ça devient le partenaire là, qui, en aboyant, vous donne l'impression que vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas seul. Quand vous lui donnez à manger, c'est presque comme si vous donniez à manger à un enfant parce qu'en réalité, vous n'avez même plus d'autre choix. Maintenant, au Cameroun, la mode, c'est que tout le monde veut avoir un bichon, les chiens de salon. Les chiens de salon, c'est justement des chiens qui sont faits pour des gens d'une certaine classe qui veulent vivre comme ça avec un animal. Ou le chat, au-delà du fait que le chat aide certains à lutter contre les souris, il y en a qui ont des chats et qui veulent le voir miauler, venir flairer leurs pieds et tout, être capable de temps en temps de dire j'ai acheté le pâté de mon chat et sentir qu'il est en train de dépenser pour son compagnon. Oui. Tout comme il y en a qui achètent des croquettes, qui achètent du saucisson pour leurs animaux et ils sentent qu'ils ont fourni un effort en compensation de ce que l'animal de compagnie est en train de leur fournir aussi. Gardiennage, compagnonnage. Et donc, ce compagnonnage, malheureusement, est devenu irréversible. Parce que de plus en plus,
la proportion des chiens de salon que nous recevons actuellement est importante, très importante. J'ai une dame à Bonabéry actuellement qui a un chiot qui est venu, qui fait je ne veux pas dire l'épilepsie, mais des crises épileptiformes. Parce que son fontanel n'était pas fermé. Oui. C'est un autre cas un peu litigieux que nous sommes en train de gérer. Mais elle est tellement attachée à ce chiot que nous, on est obligé d'être à son chevet pour nous assurer que ce chiot non seulement sera vivant, mais ne fera pas tout le temps des crises épileptiformes. Ouais, donc, on est dans une dynamique irréversible. Et malheureusement, ce que nous conseillons aux gens, c'est en prenant un chien de salon, que nous sachions que nous sommes dans un compagnonnage qui va se vouloir sécuriser et qui a forcément des implications. Parce que si le chien, comme celui d'un contemporain dont j'étais le nom, a eu un cancer, quand je suis allé, il fallait opérer, j'ausculte le cœur, je me rends compte qu'il y a une arythmie cardiaque et donc il y a de fortes chances que si j'anesthésie le chien, il peut mourir. Sauf qu'il demande au monsieur, ce chien, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Monsieur dit, il ne représente rien pour moi. La mère dit, il a l'âge de mon dernier enfant. Et le dernier enfant est là, dans la concession. Alors, je n'ai pas opéré ce chien parce que s'il mourait, j'allais créer une crise, un problème chez le dernier enfant. Oui. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous gérons. Vous parliez de psychologie. Nous sommes obligés de gérer la psychologie de l'animal, déjà, et de gérer la psychologie du propriétaire de l'animal pour nous assurer que l'équilibre voulu et entretenu est effectivement réel. Oh là là, nous sommes au fil de la conversation et je sens que je suis au fil des émotions parce que ça me plonge, ces histoires me plongent encore dans des souvenirs aussi. Hein. Comme je disais tout à l'heure avec mon chat. Voilà. Alors, docteur, parlez-nous un peu des associations de vétérinaires. Vous en faites partie. D'ailleurs, il y a cette association ESPV, qui est une association épidémiologique santé publique vétérinaire. Comment est-ce que vous agissez? Alors, tout vétérinaire camerounais doit d'abord être membre de l'Ordre national des vétérinaires du Cameroun. D'accord. Donc, c'est la première association. Moi, je suis membre de l'Ordre national des vétérinaires du Cameroun. Pendant plus de 20 ans, j'ai été représentant régional du littoral, chargé de la communication de l'ordre. Donc, j'ai dû prendre ma retraite. J'ai estimé que j'ai déjà fait ma part, que les autres continuent. Oui. En 2022. Donc, désormais, je préfère être consultant. Si on me sollicite pour des problèmes ordinaux, je peux donner mon avis en tant que quelqu'un qui a quand même fait 40 ans de terrain. Maintenant, nous avons l'association épidémiologie santé publique vétérinaire. C'est une association dont je suis d'ailleurs le président, qui vise justement à former des têtes pensantes. Nous encadrons des mémoires et des thèses. Nous essayons de sensibiliser les universités et les populations sur l'approche One Health, l'approche une santé. Alors, pour comprendre l'approche une santé, il faut se rappeler que on a donné l'impression à un moment donné que les médecins étaient faits pour les hommes et les vétérinaires pour les animaux. Sauf que je vous ai dit, de plus en plus, le monde fait face à des maladies qui ont pour des maladies humaines qui ont pour origine les animaux, y compris la faune sauvage, et qui nécessitent, si on ne veut pas aboutir à des catastrophes telles des pandémies, oui. C'est-à-dire qui tuent finalement, qui envahissent tout le monde et peut-être dont les médecins et les infirmiers sont victimes parce que le cas les a trouvés à l'hôpital. Il va falloir intercepter ces cas au niveau animal avant que ça ne devienne des menaces chez l'homme. Donc depuis 2010, nous nous sommes investis à promouvoir cette approche pour que les acteurs de la santé humaine, les acteurs de la santé animale, les acteurs de la santé environnementale puissent travailler de manière collaborative pour que, quand on dit
un corps sain dans un environnement sain, que cela soit vraiment une réalité. Et que nous puissions éviter certaines maladies qui aujourd'hui posent des problèmes de santé humaine vrais. Je parle de la tuberculose, ça reste un grand challenge au Cameroun. Ah oui. Pourtant, si des efforts étaient suffisamment bien faits au niveau animal, on aurait moins de cas de tuberculose humaine. La Covid, ainsi de suite, tout le monde, la grippe aviaire. Si nous attendons que le premier cas arrive chez l'homme, nous aurons péché parce qu'on a la possibilité d'intercepter le problème au niveau de l'élevage des poules. Donc, c'est un peu ça que nous essayons de faire. Et depuis 2023, nous avons entrepris de faire des formations de haut niveau, c'est-à-dire nous invitons des têtes pensantes au niveau mondial qui viennent au Cameroun. Nous organisons des modules de formation de 3 jours et ceux qui s'inscrivent peuvent avoir droit à ces formations de haut niveau avec de temps en temps des gens qui viennent parler de leur parcours pour inspirer les scientistes et les scientifiques camerounais. Nous l'avons appelé la One Health Summer Institute, c'est-à-dire une sorte d'université d'été du One Health. Oui. Et là, nous sommes à la 2e édition qui va arriver bientôt. On a fait la première formation et nous sommes contents parce qu'au Cameroun, de plus en plus, nous entendons parler des Master One Health. Je vois, il y a un qui va ouvrir à Yaoundé bientôt. Oui. Il y a un autre à Tchang qui va ouvrir. Donc, le concept est en train de prendre corps. Et comme dans mon parcours, j'ai élaboré le programme camerounais de lutte contre les zoonoses, dont les maladies transmissibles des animaux à l'homme, et vice-versa, en 2011-2012, nous sommes également contents que le programme zoonose soit fonctionnel et que le Cameroun soit l'un des pionniers comme driver de cette approche Une Santé. Donc c'est un peu ce que l'association épidémiologie santé publique vétérinaire fait, où tout le monde peut être partie prenante. Ce n'est pas une histoire de vétérinaire, c'est une histoire de médecin, une histoire de statisticien, de communicateur. J'imagine que vous êtes des communicateurs parce que tout ce qu'on a, si on ne communique pas bien, on ne l'aura même pas du tout. Vous savez, on a souvent oublié dans les écoles de médecine, dans les écoles vétérinaires et d'ingénierie de parler communication. Pourtant, c'est la communication qui tire tout vers l'avant. Donc voilà un peu. Bon, maintenant nous avons la World Poultry Science Association, oui. C'est-à-dire l'Association mondiale des sciences avicoles. Je suis d'ailleurs le trésorier de la branche camerounaise. Ça va faire déjà trop de postes. Donc, je fais partie de plusieurs associations, y compris des associations du village. Des tontines, et puis des associations élites de notre village. Et pour nous, c'est important parce que avant d'être des scientifiques, on est d'abord des Camerounais, on est d'abord, le nous sociologique commande qu'on se retrouve. On ne peut pas parler de collaboration pour sauver des vies alors qu'au niveau social, on ne collabore pas avec son voisin. C'est ça. Donc pour nous, c'est une logique qui devrait permettre de travailler de manière collaborative pour pouvoir vivre sainement dans son environnement. Quelles sont les aptitudes qu'on doit avoir en tant que vétérinaire? Aujourd'hui, nous n'observons plus beaucoup une médecine individuelle où l'accent est mis sur l'animal en particulier, comme on le disait tout à l'heure, mais plutôt une médecine de groupe qui est une médecine préventive et parfois même prophylactique, aidant les fermiers. Maintenant, pour le cas d'un fermier, il pourrait bénéficier d'un plan de stratégie contre les animaux, contre les maladies que les animaux peuvent attraper. Aujourd'hui, lorsqu'on a une ferme, est-ce qu'on peut bénéficier de ce type de plan-là? En réalité, c'est vrai que ce que je dis, on n'aime pas beaucoup, mais je le dis. Les gens n'aiment pas que je dise que le monde entier a basculé en 2 temps. Au départ, lorsqu'il y avait la variole, le monkeypox revient, la variole des singes revient chez l'homme là. Lorsqu'il y avait la variole à l'époque, lorsqu'il y avait la peste humaine à l'époque, le monde était encore axé sur la médecine pour la santé. C'est-à-dire, on luttait de manière préventive.
Et on avait dans nos pays ce qu'on appelait les grandes endémies. On passait faire des vaccinations, on passait sensibiliser pour l'hygiène, la biosécurité. Malheureusement, à un moment donné, le monde entier, sous le joug des lobbies, a migré sur la médecine pour la maladie. C'est-à-dire, si vous tombez malade, c'est pas grave, il y a le médicament. J'avoue que ça, c'est comme une sorte d'erreur dans laquelle le monde entier est tombé. C'est vrai que les lobbies pharmaceutiques ne doivent pas beaucoup aimer que Etienne Soya Danga, mais c'est la vérité. Et donc, il a fallu, avec l'avènement de la Covid et du monkeypox qui est ambiant, les maladies émergentes et réémergentes aujourd'hui, que le monde comprenne que on n'a même plus envie ni besoin d'attendre les maladies à l'hôpital. Parce que si la Covid arrive à l'hôpital, même le médecin ou l'infirmier est déjà mort. Donc on a intérêt à prévenir, à intercepter au niveau animal ou au niveau de l'environnement avant que des problèmes de santé chez l'homme ne deviennent, de manière à ce que si ces problèmes arrivent au niveau humain, que ce soit des cas erratiques. Et donc, ceci dit, en médecine de groupe, quelqu'un qui a son troupeau de bœuf, ou bien sa bande de poulets, ou bien sa bande de porcs. Mais si vous attendez traiter tout le temps, vous n'arriverez pas. Il vaut mieux faire un plan de prophylaxie, et cela passe par l'audit de la ferme. On essaie de voir tous les contours au niveau hygiénique, au niveau des installations, au niveau des équipements, au niveau du personnel, pour savoir à quel niveau il peut y avoir des failles qui entraînent l'apparition des problèmes sanitaires. À la suite de ces audits, on met maintenant, sur la base de la région dans laquelle la ferme se trouve, en fonction des dynamiques, des maladies qui se trouvent dans cette zone, on élabore un plan de prophylaxie et on invite le propriétaire à mettre en œuvre ce plan de prophylaxie pour pouvoir éviter que ces animaux ne tombent malades. Et pour la petite histoire, chaque fois qu'on traite en médecine vétérinaire, en dehors des traitements préventifs, c'est le signe qu'on a échoué quelque part, qu'il y a eu un break quelque part. Et chaque traitement dans un élevage de production vient réduire le bénéfice de l'éleveur. Et s'il le savait ainsi, il peut bien comprendre que consulter un vétérinaire pour élaborer un plan stratégique de développement de la ferme avec un plan de prophylaxie, ça, c'est quelque chose qui peut être gagnante pour la ferme. D'accord. Merci, docteur. Mais maintenant, évidemment, si un vétérinaire vous dit qu'il doit être seul, expert en chevaux, expert en bœuf, expert en porc, non, ça, il ne faut pas exagérer. Oui. On peut avoir des compétences, on peut développer. Quand vous avez lu mon CV, vous avez vu que j'ai fait beaucoup de formations en poulet, des expertises en poulet, j'ai fait des formations en marketing des productions agricoles, j'ai fait des expertises en petits ruminants, mais je ne peux pas prétendre être expert en tout. Par conséquent, aujourd'hui plus que jamais, et surtout au Cameroun, qui est le continent, comme vous l'appelez désormais, on a pratiquement tous les écosystèmes, donc tous les types d'animaux et d'élevage, les vétérinaires sont plus que jamais appelés à travailler de manière collaborative, à former des sortes de consortiums, des sortes de cabinets d'associés, pour que chaque expertise vienne aider la structure à pouvoir se développer. Mais si chacun vient ouvrir son cabinet, ça c'est évident que ça ne va jamais aider à l'expansion de la structure. Docteur, est-ce qu'on vous a déjà ramené des animaux qui, comme vous le dites si bien, on ne peut pas être expert partout, c'est-à-dire des animaux qui ne répondent pas à votre domaine? Bien sûr. Bien sûr. Des gens sont pleins pour le caïman, le crocodile. Il y a quelqu'un à Bonabéry qui a des crocodiles. Il est aux abords de l'eau. Le crocodile ne produisait plus les œufs comme d'habitude. Oui. Je lui ai dit, moi je ne fais pas les nacs. Je ne fais pas la médecine du crocodile, je ne la maîtrise pas. La médecine du serpent, exprès, les zoophidiens, je n'ai pas voulu m'investir dans la médecine des serpents. Par contre,
même en médecine canine, je reçois des cas qui sont compliqués. Si un cas nécessite, comme le cas de ce chiot qui fait de l'épilepsie, enfin des crises épileptiformes, non, ça je comprends bien que j'ai dû appeler ma consoeur de Bonapriso pour dire voici un cas, on a travaillé de manière collaborative. Et parfois, vous recevez un cas, il vous faut faire une radio pour savoir si c'est une fracture, une luxation, une entorse, mais vous n'avez pas la radio, l'appareil. Il vous faut vous référer à quelqu'un d'autre. Il y a des cas pour lesquels il y a des urgences qui peuvent nécessiter que vous mettiez l'animal sur la table tout de suite, on opère. Oui. Si vous avez un cas, un autre animal infectieux que vous êtes en train de consulter, logiquement, on réfère. Moi, je réfère très régulièrement chez mes consoeurs, ils le savent. Et puis, pour nous, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, même dans les cas humains, c'est ce qui devrait se faire. On voit des gens parfois arriver à des situations très graves dans les cliniques avant d'être référés dans les hôpitaux généraux et autres. Alors qu'en réalité, on devrait être sûr que dès qu'un cas est délicat, on appelle un autre confrère pour requérir son avis. Les gens doivent avoir cette humilité à la fois au niveau humain et au niveau animal. Si tel est qu'on veut sauver les vies humaines et les vies animales. Mais malheureusement, dans la pratique courante, c'est quand c'est désespéré qu'on envoie aux urgences de tel hôpital. Oui. Pourtant, on ne perdait rien à dire, le cas m'a dépassé, on peut faire quelque chose. Docteur, avez-vous des animaux de compagnie? Si oui, on peut savoir. Je dois dire que en 2008-2009, enfin jusqu'en 2015, j'avais 8 chiens. J'avais 8 chiens, j'étais à Lorbesso, j'étais arrivé en 2007. Je vous dis, c'était une zone de braquage. Oui. Et donc, ma maison, jusqu'à maintenant, est connue comme la maison de beaucoup de chiens. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que ça aboie dans tous les sens. J'avais Krusty qui était le caniche, le bichon frisé qui alertait dans des cas favorables. J'avais Tux qui était un Rottweiler. Il pouvait sauter 1 mètre de poussière. Là, il était très svelte. J'avais un Grenendal belge. J'avais un Malinois. Et j'avais des croisés, Labrador, berger allemand. Donc, bon, moi, c'était d'abord la sécurité. Actuellement, je n'ai que 2 bergers, un mâle et une femelle. Oui. Parce que déjà, tous mes enfants sont pratiquement partis. Ça, pour que je m'en occupe, moi qui aussi suis entre 2 avions, là, c'est compliqué. Oui. Donc, je n'ai plus que 2 chiens. Là, ils sont là pour le gardiennage. Ramsès est là, Tux est là, on joue. Même les petits-enfants, les petits-fils, ils aiment bien dire Tux. Donc, votre animal de compagnie préféré, on va dire que c'est le chien. C'est le chien. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir aussi un chat par là, mais vous savez que le chat, à la fois, il est doux et tout, mais mes chiens tuaient le chat systématiquement. Oh là là. Ce qui fait que la cohabitation n'a jamais été facile. Moi, je préfère les chats. Tu préfères le chat, oui. Mais ce que je dis, les femmes aiment bien les chats, mais je crois que quand vous êtes avec le chat, ça demande une certaine hygiène. Quand vous touchez le chat, parce que vous savez que les crottes de chat peuvent transmettre la toxoplasmose qui peut vous poser des problèmes dans la grossesse, mettre au monde des enfants mal formés. Oui. Et donc, nous disons compagnonnage, oui, mais un compagnonnage sécurisé. Et en plus, il est arrivé qu'on trouve des enfants qui font des réactions, des sortes d'allergies au poil du chat, on en a vu, et qui font donc des réactions asthmatiformes. Je dis ça, c'est des crises asthmatiformes. Donc, quand c'est le cas, nous soustrayons tout de suite, on demande de soustraire le chat de l'environnement immédiat de l'enfant. Ah là. D'accord. Alors, docteur, nous allons vite écouter. Je vous laisse écouter. C'est
c'est une petite surprise que... Ah oui, tu m'as d'abord surpris parce que Pierre Tchana, je l'aime bien. J'étais tout petit dans les années 75-76 quand je l'écoutais à la Voix de l'Amérique. André Collinet, qui était un Camerounais journaliste, faisait passer Pierre Tchana, la première version. Oui. Là, tu m'as fait écouter la deuxième version, la version actualisée, et j'étais super content. Oh, je suis ravie d'avoir éveillé toutes ces émotions en vous. Alors, on va écouter très vite la deuxième surprise. Merci. Bonjour, je suis Madame Dongue Zambo Muriel Magali, la fille de Dr Zambo Henri René. Alors, il y aurait tellement à dire à propos de mon papa, mais pour cette fois-ci, je serai vraiment concise. Je dirais que mon papa, c'est un grand homme, c'est un homme au grand cœur qui, depuis l'enfance, a traversé de nombreuses difficultés, mais qui a toujours su se battre pour les surmonter. Donc c'est cet homme-là qui s'est toujours battu pour soutenir sa famille, pour soutenir tous ses proches, toujours prêt à aider tout le monde, que ce soit dans sa famille, que ce soit hors de sa famille. Vous savez, il a évidemment des défauts comme tout le monde, mais ses qualités sont vraiment hors normes. À travers mon papa, j'ai su ce qu'était l'amour, l'empathie, le don de soi, la générosité parce qu'il est extrêmement généreux et la rigueur dans tout ce qu'on fait. Parce que lui, lorsque il bosse, c'est vraiment avec beaucoup de rigueur parce qu'il veut toujours obtenir le meilleur résultat possible. Il veut toujours donner le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend. Il a vraiment un cœur grand comme le monde. C'est un bosseur acharné, comme je l'ai toujours dit, toujours prêt à partager avec les autres. Donc enfin, je dirais qu'il est clairement un modèle pour moi dans tous les sens du terme et je suis tellement reconnaissante qu'il soit mon père. Merci. Non, là, tu m'as eu. Non, là, tu m'as eu. Incroyable. Tu l'as vu où? Alors, je ne dévoile pas souvent mes investigations. Incroyable. Mais je me suis dit, et ça, c'est mon papa qui me l'a souvent dit, un homme bon est un bon papa. Un homme bon est un bon papa. Et les retours que j'ai eus de vos proches m'ont orienté vers là. Je me suis dit, j'aimerais bien savoir ce que votre fille ou bien ce que votre fils pense de vous. En général, lorsqu'on consacre sa vie aux animaux, lorsqu'on se lance dans ce métier, c'est parce qu'on a un grand cœur. La plupart des gens qui s'attachent ou qui font ce métier sont des personnes effectivement très attachantes. Et j'avais envie d'avoir un témoignage. Alors je me suis battue, j'ai fait quelques négociations, quelques investigations. Et puis finalement, je suis tombée sur votre fille. On n'a pas eu le plaisir d'échanger directement. Ça s'est fait via une de vos collaboratrices que je salue, à qui je fais plein de coucou, Chimène, qui nous écoute certainement et qui a rendu ce moment magique, qui a rendu ce moment possible. C'est un moment Merci beaucoup, magique. Chimène Dokmo, qui nous écoute en ce moment. Non, il est vraiment magique parce que ce que j'ai omis de te dire, c'est que tu m'as dit que j'étais attachant à ma grand-mère. Oui. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je suis la grand-mère. Ah. C'est-à-dire, elle est morte. Elle a Oui. dit, mon successeur, c'est Zambo. D'accord. Les gens disent, mais c'est pas possible. Quelle est cette princesse Bafou qui fait d'un homme? Oui. Son successeur, elle a dit, c'est lui, point.
je suis la grand-mère. Donc, autant je voulais être pilote pour sentir que j'ai 300 personnes sous ma responsabilité, autant étant grand-mère, j'ai de la responsabilité de rassembler la famille. Et bon, comme Muriel le dit, je fais juste l'effort qui est le mien. Non, merci pour l'appréciation. Alors, c'est un plateau rempli d'émotions, beaucoup d'émotions dans le regard de notre invité. Nous passons un très beau moment, nous vivons un bel instant sur cette émission. Nous sommes au fil de la conversation et je ne saurais me séparer de vous parce que oui, c'est bientôt la fin. Oui, ça passe vite, ça passe vite. Je ne saurais me séparer de vous sans poser une question qui me tient particulièrement. Alors, docteur, aujourd'hui, ce métier que vous faites, qui, durant toute l'émission, j'ai bien compris, est plus une vocation qu'un métier. Est-ce que aujourd'hui vous sentez que vous pouvez passer le flambeau? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui au Cameroun, on va vers cette dynamique-là? Parce que effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'attachent à des animaux, de plus en plus de personnes souffrent du mal d'être pas bien compris ou alors bien encadrés. Il y a aujourd'hui des business, il y a des familles qui dépendent de ces business-là, des fermes. Il y a de nombreuses familles qui vivent de l'élevage. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'on peut être rassuré? Voilà. Ok, merci Bébel. J'allais dire que les Américains disent if you love animals, surely that you shall love humans. Si tu aimes les animaux, sûrement tu dois aimer les hommes. Pour eux, c'est clair. C'est pour ça que d'ailleurs certains donnent plus de valeur à l'animal qu'à l'homme. Mais ceci dit, je vous ai dit d'entame que j'étais un démissionnaire. C'est un terme qui choque. Mais en réalité, autant j'ai démissionné à l'école de mon école pour aller ailleurs, autant je vous ai dit qu'à l'ordre des vétérinaires, j'ai pris ma retraite déjà. Donc je n'attends pas dire que je suis trop vieux ou que les gens me disent écoute, tu es vieux, dégage. Et je vous ai tantôt dit qu'à travers l'association ESPV, à travers le cabinet, nous formons des doctorants, nous encadrons en clinique, c'est-à-dire nous formons ce qu'on peut appeler la relève. Nous voulons avoir des futurs vétérinaires qui se réclament des Equavet, de par notre ligne éditoriale, de par notre façon de faire, notre façon d'aborder le client, notre façon d'aborder le patient, notre façon de gérer la psychologie du patient ou du client et notre façon de contribuer à ce que les fermes puissent mettre sur le marché camerounais des œufs, de la viande, du lait de bonne qualité pour les consommateurs. Pour nous, c'est un challenge. Et toute notre bataille maintenant, c'est de capitaliser l'expérience que nous avons. J'ai quand même 40 ans de terrain au Cameroun et ailleurs. C'est de capitaliser toutes les compétences que j'ai acquises, parfois à coût de millions, pour pouvoir former les jeunes aujourd'hui pour que demain, on ait davantage de gens capables d'aider à la fois le monde agro-pastoral à développer l'économie agro-pastorale et aider les propriétaires d'animaux à vivre en équilibre sain avec leurs animaux de compagnie. Donc pour nous, c'est déjà une préoccupation. Maintenant, il faut que je vous dise la vérité. Beaucoup d'enfants choisissent le métier, la profession vétérinaire aujourd'hui comme toute autre profession. C'est-à-dire, ils ont eu le bac, ils ont eu le concours, mais il va falloir les reformater pour qu'ils puissent être des biopolytechniciens attendus par l'environnement qui est le nôtre. Malheureusement aussi, le Cameroun a 4 écoles vétérinaires. C'est trop, pour dire vrai. La France, qui est l'un des premiers pays à avoir l'école vétérinaire, 1761 par là, n'a que 5 écoles vétérinaires, dont une école privée. Le Cameroun aujourd'hui en a 4.
c'est beaucoup et donc nous avons du mal à croire qu'avec 4, on peut être suffisamment bien équipé pour bien former. Et donc, nous appelons les jeunes à bien recevoir les prérequis à la base et à choisir des cabinets de renom pour pouvoir accompagner leur formation pratique pour, à la sortie, être en mesure d'offrir le service vétérinaire de qualité attendu par les propriétaires d'animaux et les propriétaires de fermes. Merci, docteur. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, alors, dans la même logique, j'ai passé beaucoup de temps, et c'est pour le regretter, à vouloir mutualiser les vétérinaires du littoral. Oui. Malheureusement, c'est toujours beaucoup d'individualisme et ils n'arrivent pas à mutualiser leurs efforts. Pourtant, nous ne pouvons pas parler de l'approche une santé, de la collaboration pour offrir des services de haut niveau sans mutualiser les efforts. Je ne l'ai pas encore réussi, mais j'ai quelque chose sous la main. D'ici peu, je vais c'est-à-dire, je vais prendre une clinique en Europe, ramener ici, pour faire des formations post-doctorales de spécialisation technique pour que les gars viennent payer, bien se former pour acquérir des compétences vendables. Comme ils n'arrivent pas à collaborer, ils vont certainement se débrouiller à se former dans leur poche. Donc voilà mon mot de fin. Et je devrais remercier ABK Radio. J'avoue que je vous découvre aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction. J'ai passé plus de 20 ans à être acteur, animateur, interviewé de plusieurs radios de la ville et même télé. Mais je suis content. Vous avez commencé cette émission par Il n'est jamais trop tard. Et j'imagine que c'était choisi à souhait. Et je crois que pour moi, c'est peut-être le début avec ABK. Oui. Et ça me plairait bien s'il y a un sujet d'intérêt pour lequel vous avez besoin de mon éclairage. Oui. Je serai tout à fait partant et disponible. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir fait briller ce plateau de mille feux par votre présence. Merci de nous avoir plongé dans cet univers-là. Merci d'avoir apporté des éclaircies à toutes nos questions. Merci, chers auditeurs, d'avoir été au fil de la conversation. Si vous écoutez ma voix en ce moment, c'est que vous étiez effectivement des nôtres. Merci à Suzanne Lipem qui a assuré à la mise en onde. Retrouvons-nous très vite pour un nouveau numéro de votre émission Au fil de la conversation. C'était Bébelle la Grande. Personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, ils s'ouvrent au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébelle la Grande. Sur ABK Radio, tous les mardis et les mercredis entre 14h et 15h.